Que vous cherchiez à faire vos premiers streams sur Twitch ou YouTube ou à enregistrer votre écran ou vos parties de jeu, OBS Studio est un logiciel libre, gratuit et complet qui permet de faire tout cela très facilement. Dans ce guide complet, on va voir comment fonctionne OBS et comment lancer son premier stream ou son premier enregistrement. Première étape, on va évidemment télécharger et installer OBS Studio. Pour ça, direction le site officiel obsproject.com où on pourra choisir la version qui correspond à notre système d'exploitation. Pour l'exemple, je vais choisir la version Windows et une fois téléchargé, il ne restera qu'à exécuter le fichier d'installation, suivre la procédure qui est standard, valider et OBS sera installé sur l'ordi. Un raccourci sera par ailleurs créé sur le bureau pour pouvoir ouvrir rapidement le programme. Au premier démarrage d'OBS, il vous sera proposé d'utiliser l'assistant de configuration. Si vous n'êtes pas sûr des composants qui équipent votre PC, vous pouvez l'utiliser, que ce soit pour du streaming ou pour des enregistrements. C'est totalement optionnel, mais ça fonctionne pas mal si vous voulez une configuration rapide. L'interface d'OBS Studio est constituée d'une grande zone montrant l'aperçu de la scène en cours, c'est noir pour l'instant, c'est normal, et de ce qu'on appelle des docks. On distingue le dock scène, qui liste donc toutes les scènes créées avec par défaut une scène vide déjà présente, on va en reparler. Le dock source, qui liste donc cette fois-ci toutes les sources présentes dans la scène active, on va y revenir également. Le dock mélangeur audio pour gérer la configuration audio d'OBS, une sorte de table de mixage virtuelle. Le dock transition de scène pour gérer les effets de transition entre chaque scène. Et le dock commande pour effectuer les actions principales comme lancer un stream ou lancer un enregistrement. Notez qu'il existe d'autres docks qu'on peut ajouter par la suite. Ils sont accessibles via le menu dock dans le menu du haut d'OBS. On peut également déplacer ces docks et les disposer comme on le souhaite. On peut même en grouper plusieurs, ils sont alors accessibles via des onglets. Bref, vous pouvez agencer l'interface afin qu'elle soit le plus confortable pour vous. OBS Studio fonctionne avec un système de scènes dans lesquelles on va pouvoir ajouter des sources. Toutes les sources qu'on va ajouter seront alors visibles sur la grande zone d'aperçu et on pourra les empiler pour former ce qu'on appelle parfois un overlay. Cet overlay, ce sont en réalité tous les éléments qu'on va superposer au contenu principal. Par exemple, si vous streamez du jeu vidéo sur Twitch, tout ce qu'il y aura par-dessus, la webcam, son cadre, les alertes de stream, etc., tout cela fait partie de l'overlay. C'est le même principe que les calques sur Photoshop pour ceux qui connaissent et on peut ajouter autant de calques, autant de sources qu'on veut sur OBS. Par extension, on appelle souvent overlay les éléments qu'on peut trouver ou acheter en ligne, tels que les cadres des webcams, des écrans de début et de fin de stream, les écrans de pause. On peut trouver du gratuit en cherchant un petit peu sur Google, et si vous cherchez des overlays clés en main, vous pouvez aussi faire un tour chez Owned. C'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, le choix est énorme et les produits sont super quali, on y trouve vraiment de tout. Je laisserai mon lien affilié dans la description et avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique, donc profitez-en. Pour créer une nouvelle scène, il suffit de cliquer sur le bouton plus du dock scène. Et pour ajouter une nouvelle source, c'est pareil, je pourrais cliquer sur le bouton plus du dock source. Il existe un grand nombre de sources différentes, on peut par exemple ajouter une image, une vidéo, du texte, une capture d'écran, une capture de jeu, une page web, un diaporama. Chaque source peut être déplacée ou redimensionnée sur l'aperçu. Et encore une fois, ce sont toutes ces sources qui vont donner vie à votre scène jusqu'à créer un overlay complet, ce que vous devriez être capable de faire après avoir suivi ce guide. Alors attention avec la capture d'écran parce que ça affiche vraiment tout ce qui se passe sur votre écran. Petite astuce au passage, vous pouvez renommer vos scènes et vos sources. Par exemple, si j'ajoute une vidéo dans une scène, plutôt que d'avoir le nom du fichier pour le nom de la source, avec un clic droit sur la source dans le dock source, je peux renommer en quelque chose de plus pratique. Pareil avec les scènes, et je vous encourage vivement à le faire, une bonne organisation fait gagner du temps. Et enfin, sachez qu'on peut masquer une source et la réafficher en cliquant sur l'icône en forme d'œil, ça peut servir parfois. Alors il existe plusieurs astuces relatives aux scènes et aux sources, par exemple les scènes imbriquées utiles pour les sources webcam, mais aussi la possibilité de regrouper des sources pour les déplacer d'un seul bloc. Vous trouverez les liens de toutes les vidéos correspondant à ces astuces dans la description et vous verrez que c'est très pratique. Il est évidemment possible d'ajouter un micro et une webcam dans OBS si vous voulez faire des présentations ou streamer sur Twitch par exemple. Pour ajouter le micro, c'est très simple. Après l'avoir branché sur l'ordi, on va aller dans les paramètres d'OBS en cliquant sur le bouton dans le dock commande. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je vais choisir le menu audio, section périphérique audio globaux, ligne audio micro auxiliaire, je vais sélectionner le micro dans le menu déroulant. On applique les changements, puis on clique sur OK. Une barre de volume sera alors ajoutée dans le mélangeur audio permettant de contrôler le volume du micro.
Alors certains micros ont déjà un bouton de volume sur leur corps, d'autres non. Dans ce cas, on peut aller vérifier le niveau du micro dans les propriétés audio de Windows. Donc via les paramètres de Windows, menu son, on pourra accéder au panneau de configuration du son. Et dans l'onglet enregistrement, on pourra sélectionner le micro, cliquer sur propriétés, et cette fois-ci dans l'onglet niveau, on pourra vérifier que le niveau est bien à 100%. Et lors de vos futurs tests, si vous constatez que le micro sature un petit peu, on pourra diminuer cette valeur aux alentours de 90%. C'est le cas du très répandu UM1 par exemple. On pourra par ailleurs appliquer des filtres sur le micro pour améliorer son rendu. Et si vous voulez en savoir plus, une vidéo est disponible sur ce sujet et vous y apprendrez aussi comment bien positionner le micro pour une utilisation optimale. Pour ajouter une webcam dans une scène, après donc l'avoir branchée sur l'ordi, il suffit d'ajouter le bon type de source. Donc dans le dock source, je vais cliquer sur le bouton plus, choisir la source périphérique de capture vidéo. Dans la fenêtre qui s'ouvre au champ périphérique, je vais pouvoir sélectionner la webcam. Suivant les modèles, les réglages par défaut suffiront, mais parfois il peut être nécessaire de forcer des paramètres personnalisés, comme la résolution en 1080p, à condition bien sûr que la webcam le supporte. Ensuite, on pourra valider les changements, cliquer sur OK et redimensionner la webcam au besoin, en restant cliqué sur un des coins de la source et en le faisant glisser. On peut également la déplacer et la positionner n'importe où sur l'aperçu. Et voilà, on vient d'ajouter la webcam dans une scène. Notez que quelle que soit votre webcam, que ce soit un modèle à 30 € ou à 300 €, si vous n'avez pas un bon éclairage pour l'accompagner, le rendu sera perfectible. L'éclairage, c'est ce qui compte le plus pour la qualité d'une caméra, ne le négligez pas. On appréciera l'éclairage 2 points avec une source lumineuse de chaque côté du sujet, mais à minima une lumière, et pas forcément dans l'axe de la webcam, mais légèrement décalée, ça permet d'ajouter un petit peu plus de relief sur le visage. Vous en apprendrez plus en regardant cette vidéo, vous constaterez que ça fait vraiment la différence. On l'a vu, OBS crée automatiquement une scène vide quand on l'installe, et on peut s'en servir pour réaliser notre première scène. Pour les besoins de cette vidéo, je vais utiliser un overlay. Rappelez-vous que vous pouvez en trouver des gratuits ou en acheter, voire les faire vous-même avec Canva, peu importe. Je précise juste que c'est un exemple parmi d'autres, c'est surtout pour illustrer la création des scènes avec plusieurs sources. Donc pour créer une scène, il suffit d'ajouter des sources dedans. Je peux ajouter une source média et aller chercher une vidéo pour faire une scène de début de stream par exemple. D'ailleurs, bien souvent avec ce type d'overlay qui sont en fait des vidéos, il convient d'aller dans les propriétés de la source et de cocher la case lire en boucle pour que l'animation soit répétée. Je pourrais tout aussi bien créer une nouvelle scène et y ajouter une source image, puis aller chercher une image de ce type avec des espaces transparents permettant d'ajouter d'autres éléments. Ma webcam par exemple, comme on l'a vu, avec une source périphérique de capture vidéo que je peux redimensionner et positionner où je le veux. Alors attention ici, souvenez-vous que les sources fonctionnent comme un système de calque qu'on empile. Donc je peux faire passer la webcam sous l'image dans le dock source. Ainsi l'image sera superposée et recouvrira une partie de la webcam. On peut d'ailleurs se servir de ça pour recadrer la webcam facilement. On peut aussi ajouter une source texte, toujours selon la même démarche. Une fois la source nommée, on aura accès à ses propriétés où on pourra alors choisir la police d'écriture, la taille, le style, mais aussi la couleur, l'opacité, mettre le texte à la verticale, faire un dégradé, ajouter un arrière-plan, définir sa couleur, son opacité, ajouter un contour. Cette source texte est personnalisable à souhait et comme pour toutes les sources, on pourra bien entendu la déplacer et la positionner où bon nous semble. Donc vous avez bien vu que les sources sont très nombreuses, alors libre à vous d'en utiliser autant que vous le voulez. On fera juste une petite parenthèse un peu plus tard sur les sources navigateur web parce qu'elles sont quand même très pratiques. Et dernier point, une fois que vous avez positionné une source et que vous voulez la verrouiller pour ne pas la déplacer par accident, dans le dock source, cliquez simplement sur le petit cadenas à côté du nom de la source. Elle sera ainsi protégée. On va revenir sur un type de source en particulier, les sources navigateur web. Elles permettent d'inclure des pages web dans OBS, mais pas uniquement des sites internet. Par exemple, on peut trouver plein de widgets qui utilisent ce système de source navigateur et qui serviront à afficher le chat Twitch ou les alertes de stream si vous êtes streamer, voire un widget qui donne la météo en temps réel, pourquoi pas. Les possibilités sont extrêmement nombreuses et le principe sera toujours le même. En ajoutant une source navigateur web, il faudra coller l'URL de la page ou du widget qu'on veut ajouter dans OBS. Par exemple avec ce widget disponible sur le site Streamlabs. Si je copie l'URL et que je la colle dans une source navigateur, j'aurai une barre d'objectifs qui montrera à chaque fois que je gagnerai un nouveau follower sur ma chaîne Twitch. Et si vous êtes streamer, vous voudrez sans doute ajouter des alertes de stream pour afficher le dernier follower ou le dernier abonné. Et pour ça, je vous renvoie vers ce tutoriel complet traitant des alertes Streamlabs qui est encore aujourd'hui le service le plus utilisé parmi les streamers. On change de dock pour s'intéresser aux transitions qui s'appliquent quand on passe d'une scène à une autre. Par défaut, c'est un fondu de 300 millisecondes, mais on peut bien entendu modifier ça, que ce soit la durée de la transition ou son type. On peut par exemple faire une simple coupure,
ou un balayage, un glissement, un fondu vers une couleur bien spécifique, ou un balayage Luma, et là on va s'attarder un petit peu dessus. Peu de gens le savent, mais OBS propose énormément de transitions via le balayage Luma. Si j'ajoute une transition de ce type, vous voyez que j'ai un très grand choix et je peux toutes les prévisualiser rapidement. Et encore une fois, toutes ces transitions sont incluses dans OBS. Donc si je veux une transition comme dans Star Wars, je peux choisir la transition horloge, je valide, je vais régler une durée de 1000 millisecondes, soit 1 seconde, et maintenant quand je changerai de scène, j'aurai une belle transition. Et bien entendu, cette transition s'appliquera à toutes les scènes dès que je veux en changer. Un mot aussi sur les transitions Stinger qui permettent donc d'utiliser un fichier vidéo pour faire une transition. Par exemple, si je définis une transition Stinger et que je vais chercher un fichier adéquat, il faudra juste que je définisse le point de transition, c'est-à-dire le temps de retard avant que la nouvelle scène soit affichée, et ainsi au changement de scène, j'aurai une transition originale. Et comme pour les overlays, on peut trouver ce type de transition en cherchant un petit peu sur Google ou en achetant des packs tout faits. Sur l'interface d'OBS, dans le menu du haut, il y en a un en rapport avec les scènes, c'est le menu collection de scènes. Comme son nom l'indique, c'est là qu'on va gérer nos différentes collections. Et lorsqu'on crée nos premières scènes, on utilise la collection par défaut. Mais admettons qu'on veuille créer d'autres scènes pour toute autre chose. On peut très bien dédier une collection de scènes au streaming et une collection aux enregistrements ou aux présentations. Pour ça, il suffit de créer une nouvelle collection, puis de créer nos nouvelles scènes. Et une fois qu'on aura terminé, on pourra basculer d'une collection à l'autre sans rien perdre de nos scènes. C'est très pratique, ça évite d'avoir une seule grande collection avec un énorme nombre de scènes, ce qui peut dans certains cas consommer davantage de ressources et potentiellement dégrader les performances d'OBS. Dans le doc des commandes, vous avez remarqué sans doute un bouton intitulé Mode Studio. En activant ce mode, vous aurez 2 aperçus au lieu d'un, celui de droite étant ce qui sera enregistré ou streamé, et celui de gauche permettra de faire des modifications sur n'importe quelle scène sans que cela n'affecte ce qui est affiché sur le stream ou l'enregistrement. C'est un mode très pratique quand on doit modifier une scène en plein live, et une fois qu'on a terminé les modifs, on pourra par ailleurs envoyer la scène de gauche sur l'aperçu de droite via le bouton Transition. Ce qui tombe plutôt bien étant donné qu'on a déjà vu le chapitre sur les transitions. Alors attention avec ce mode studio, c'est bien l'aperçu de droite qui est envoyé sur l'enregistrement ou le stream. Et aussi, on va l'aborder dans la suite de ce guide, mais vous remarquerez peut-être parfois que les paramètres de stream ou d'enregistrement sont grisés ou verrouillés. C'est généralement dû au fait que vous êtes déjà en train de streamer ou de faire un enregistrement. Mais parfois, le mode studio en est la cause. Donc si vos paramètres d'enregistrement ou de stream sont bloqués, désactivez temporairement le mode studio. Pour enregistrer, ce n'est évidemment pas nécessaire, mais si vous comptez streamer sur Twitch ou YouTube, vous aurez la possibilité de connecter directement votre compte dans OBS. Et je vous conseille vraiment de le faire pour simplifier le lancement de vos streams. Et pour ça, rien de plus simple. On va ouvrir les paramètres d'OBS, et cette fois-ci aller dans le menu Stream, choisir la plateforme Twitch ou YouTube, cliquer sur le bouton Lier un compte. Ensuite, on pourra suivre la procédure d'identification jusqu'au bout. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez simplement lancer un live directement en appuyant sur le bouton Commencer le streaming et vous serez en live sur la plateforme connectée. Mais avant de faire ça, n'oubliez pas évidemment de créer vos scènes, d'ajouter la caméra ou le micro, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Sinon, les spectateurs verront une image noire. Ça serait dommage. Ça serait drôle, mais dommage. Notez que seuls Twitch et YouTube permettent une connexion directement dans OBS Studio. Pour les autres plateformes, il faudra renseigner une clé de stream ou clé de flux. C'est cette clé qui va assurer la connexion entre OBS et la plateforme de streaming. Elle est confidentielle, vous ne devez jamais la donner à qui que ce soit. Pour récupérer cette fameuse clé, il suffit de cliquer sur le bouton iDouane pour rejoindre la plateforme sur laquelle vous voulez streamer et de simplement copier la clé pour la coller ensuite dans le champ approprié sur OBS. Et de la même façon, vous pourrez alors cliquer sur le bouton « Commencer le streaming » pour lancer un live. Une fois que vous aurez créé toutes vos scènes et que vous serez prêt à lancer votre premier live, il restera une chose capitale à faire, régler le stream. Si vous avez utilisé l'assistant d'OBS comme on l'a vu au début de ce guide, a priori tout devrait être opérationnel, mais on va quand même vérifier quelques points au cas où. Et pour ça, direction les paramètres d'OBS, menu vidéo, où on va trouver la résolution de base, c'est généralement la résolution de votre écran ou la résolution de votre overlay si vous avez acheté un pack sur une boutique en ligne, ce qui sera alors plus pratique et évitera de devoir étirer l'overlay pour l'adapter à une résolution plus grande. La résolution de sortie, c'est la résolution du stream ou de l'enregistrement, donc là c'est à vous de voir, ça varie généralement entre du 720p et du 1080p. Pour les jeux vidéo sur Twitch, du fait de la limitation de débit vidéo, il est conseillé de streamer en 720p dans un premier temps, et pour du contenu plus statique type discussion ou présentation, on peut monter jusqu'au 1080p. Le filtrage de mise à l'échelle, c'est l'algorithme qui sera utilisé pour redimensionner le stream ou l'enregistrement si les deux résolutions précédentes sont différentes. On pourra alors choisir le bicubique qui est qualitatif et constitue le meilleur compromis dans presque toutes les situations.
Et enfin les FPS, c'est le nombre d'images par seconde, donc généralement 30 ou 60. Avec 60 FPS, on gagne en fluidité. Avec 30 FPS, on gagnera en qualité. Là, il faudra faire un choix. Ensuite, on va aller dans le menu Sortie, onglet Streaming. Si vous ne voulez pas plus de réglages que nécessaire, vous pouvez conserver le mode de sortie simple. Et si vous voulez regarder plus en détail les réglages, vous pouvez passer en mode de sortie avancé, et dans ce cas, je vous renvoie vers la vidéo complète que j'ai faite à propos de toutes ces options. Dans la section Streaming, on trouve donc quelques options. Le débit vidéo à ajuster selon le débit montant de votre propre connexion internet, que vous pouvez estimer grâce à un site comme speedtest.net par exemple. Attention également à ne pas dépasser les limites de la plateforme sur laquelle vous voulez streamer. Et si vous avez un doute, cette limite est indiquée dans le menu Stream. Si vous avez réglé votre stream en 720p à 30 fps, un débit entre 2500 et 3500 kbps par seconde peut suffire. Pour le reste, 720p 60, 1080p 30 fps ou 60 fps, on peut pousser le débit à 6000, qui est la limite maxi officielle sur Twitch. Et pour YouTube, les limites étant beaucoup plus hautes, on pourra choisir un débit plus important, allant de 6000 kbps par seconde pour du 720p à 30 fps, jusqu'à 15 000 kbps par seconde pour du 1080p à 60 fps, ça devrait suffire. Et encore une fois, prenez le soin de vérifier que votre connexion internet puisse envoyer un tel débit, sinon le stream sera instable, voire illisible. Le débit audio ensuite, on peut laisser à 160 kbps par seconde, c'est suffisant, pas la peine de mettre davantage. L'encodeur vidéo, il dépendra de votre ordinateur et c'est en ça que l'assistant d'OBS est pas mal puisqu'il va détecter vos composants et adapter l'encodeur en fonction. Dans tous les cas, si vous avez une option pour un encodeur matériel, prenez-le, ça sera plus confortable pour streamer. Le pré-réglage d'encodeur, donc tout ce qui est équilibré ici sera un bon compromis et les réglages par défaut fonctionnent généralement plutôt bien, a fortiori si vous utilisez un encodeur matériel, donc pas la peine de changer les réglages ici. L'encodeur audio, on peut laisser le AAC par défaut qui convient à la majorité des plateformes. Une fois que vous aurez donc créé vos sets, vous pouvez aussi vouloir enregistrer avec OBS Studio. Et c'est quasiment pareil que pour le streaming qu'on a vu précédemment, à une exception près qui est qu'on ne sera pas limité par le débit max des plateformes de streaming. On peut donc se permettre d'augmenter le débit vidéo sans problème afin d'avoir une excellente qualité d'enregistrement. Mais on va quand même refaire un petit tour dans les paramètres d'OBS, notamment le menu vidéo. Donc pour la résolution de base, ça change pas, on garde la même. Pour la résolution de sortie, ce sera donc la résolution de l'enregistrement et cette fois, on peut régler sur une valeur supérieure ou égale à la résolution de base, donc a priori 1080p minimum. Le filtrage de mise à l'échelle, on n'y touche pas, et au pire, on choisira le bicubique si les deux résolutions précédentes sont différentes. Et pour les FPS, on peut régler sur 60 pour une meilleure fluidité. Ensuite, on va retourner dans le menu sortie, cette fois-ci à la section enregistrement. Et là encore, comme pour le streaming, si vous voulez en apprendre davantage sur les réglages concernant les enregistrements, une vidéo complète est dédiée aux réglages avec test à l'appui pour avoir la meilleure qualité possible. Donc dans cette section enregistrement, on trouve des options similaires à celles dédiées au streaming, avec en plus le chemin d'accès de l'enregistrement, qui est donc le dossier dans lequel seront sauvegardés tous vos enregistrements. Vous pouvez choisir un dossier spécifique ou en créer un nouveau n'importe où sur votre disque dur. L'objectif est de pouvoir retrouver rapidement vos enregistrements. Donc pourquoi pas un nouveau dossier dans mes documents ou mes vidéos. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Générer un nom de fichier sans espace, c'est assez explicite, sachant que le nom des enregistrements est défini dans un autre menu, le menu avancé, section enregistrement, avec un champ qui vous permet de définir le nom de tous vos enregistrements. Le format par défaut sauvegardera les enregistrements au format année, mois, jour, heure, minute, seconde. D'autres variables sont disponibles, elles sont visibles en passant le curseur de la souris sur le champ, et on peut bien entendu ajouter du texte en plus des variables, et là encore, c'est à vous de définir votre propre organisation. On revient aux options avec qualité d'enregistrement, donc la haute qualité, c'est le réglage le mieux adapté, les deux autres générant des fichiers beaucoup trop lourds, sans pour autant montrer un gain de qualité significatif, en tout cas au premier regard, et avec ces réglages, les enregistrements seront déjà très qualitatifs. Le format d'enregistrement, vous pouvez opter pour le MKV, qui est le format le plus sûr, puisque si OBS plante ou que vous avez une coupure d'électricité durant un enregistrement, le fichier sera alors encore lisible. À partir de la version 30 d'OBS Studio, on peut même envisager le format MP4 hybride, qui cumule l'avantage du MKV et du MP4, c'est une option à essayer. Ensuite, l'encodeur vidéo, donc comme pour le streaming, l'assistant a dû faire le travail pour vous, mais là aussi on va privilégier un encodeur matériel pour davantage de stabilité et un impact moindre sur les performances du PC durant un enregistrement. Pour l'encodeur audio, on peut garder le AAC qui est passe-partout, et enfin les paramètres personnalisés du mixeur, c'est réservé aux utilisateurs avancés, donc on oublie. Dans les paramètres d'OBS, on trouve aussi un menu dédié au raccourci clavier, qui permet, comme son nom l'indique, de définir des touches du clavier pour effectuer certaines actions dans OBS.
Par exemple, plutôt que de devoir prendre la souris pour l'amener sur OBS et cliquer sur le bouton pour lancer un enregistrement, on peut aller chercher l'action dans ce menu et définir par exemple une touche qui servira à démarrer les enregistrements et une autre qui servira à les arrêter. On peut aussi définir une touche pour afficher ou masquer une source, ça peut être très utile pour les sources webcam. Donc là il suffit de chercher la webcam dans le menu des raccourcis et de définir des touches pour masquer et pour afficher la source en question. Je vous invite vraiment à parcourir ce menu qui sera extrêmement pratique, a fortiori si vous n'avez qu'un seul écran sur votre PC. Et pensez à privilégier des touches qui sont peu utilisées, comme les touches F1 à F12, pour éviter d'éventuelles interférences avec d'autres programmes. On va terminer avec une petite astuce qui vous évitera bien des déconvenues, vous allez vite comprendre. Dans les paramètres d'OBS, menu Général, section Sortie, vous pouvez cocher les cases pour confirmer le lancement d'un stream et pour confirmer l'arrêt d'un enregistrement. Parce que même après plusieurs années de pratique, moi par exemple, ça m'est déjà arrivé de lancer un live au lieu de lancer un enregistrement, parce que je m'étais trompé de bouton. Et bien avec l'activation de la confirmation, on a une sécurité supplémentaire et je vous invite vraiment à activer ces options. Enfin, si vous êtes sous Windows et que vous avez des soucis de performance avec OBS Studio, il est recommandé de lancer l'application en mode administrateur. Ça permet une meilleure répartition des ressources. Et pour ça, on va faire un clic droit sur l'icône du programme, Propriétés. Dans l'onglet Compatibilité, on va pouvoir cocher la case Exécuter ce programme en tant qu'administrateur et valider. Attention toutefois, lancer OBS en mode administrateur va désactiver le glisser-déposer des sources. Donc peut-être vous pouvez faire cette démarche une fois que vous aurez complètement terminé la création de vos scènes. Voilà donc l'essentiel en ce qui concerne l'utilisation d'OBS Studio, ce logiciel qui est très complet et qui regorge d'options que je n'ai pas forcément abordées ici et que je vous laisse le soin de découvrir. Si vous avez des soucis de compréhension au sujet de ce guide, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires ou à rejoindre le serveur Discord communautaire Zéro Absolu qui regroupe déjà plus de 5000 membres. Et enfin, sachez qu'il existe beaucoup d'astuces qui peuvent s'avérer extrêmement pratiques. Je vous invite à en découvrir quelques-unes dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce guide vous aura été utile. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream ou bon enregistrement.